Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 nouvelles histoires, 2 Reddit et une d'abonnés. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Et si vous nous écoutez en podcast audio, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre également les 5 étoiles. J'insiste sur les 5 étoiles parce que ça prend 30 secondes, vous devez le faire qu'une fois et ça nous aide énormément à monter dans le référencement des différentes plateformes audio. Je crois qu'on a tout dit. Ouais, Ok, on passe aux histoires. c'est parti. C'est moi le problème de prendre mes distances avec ma meilleure amie. C'est d'abord ce qu'elle a fait, donc je vais laisser mon avis en suspens. Donc c'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 37 ans et je connais ma meilleure amie depuis le lycée. On a toujours été là, l'une pour l'autre, et on a toujours réussi à se dire les choses avec plus ou moins de diplomatie. On a enchaîné les relations pourries, mais on se soutenait, on s'écoutait et on se relevait ensemble. Aujourd'hui, elle est en couple avec un homme que je lui ai présenté. Quelle erreur! Je pense que c'est sa pire relation. Et pourtant, elle a déjà connu des violences physiques et psychologiques par le passé. Je ne la reconnais plus, elle ne prend plus soin d'elle, ne sort plus de chez elle, néglige sa santé, n'a pas travaillé depuis 2 ans, et son seul sujet de conversation, c'est son mec et leurs disputes interminables. Je ne peux pas en dire plus, mais disons que lui sort, boit, voit sa famille et ses amis, alors qu'elle, non. Je m'inquiète énormément. Sa famille s'inquiète aussi, et je ne sais plus quoi faire pour lui faire comprendre que cette situation ne peut plus durer. Ça me ronge tellement que, depuis quelques semaines, je fais tout pour l'éviter, parce que je ne supporte plus de la voir se détruire. J'ai l'impression de l'abandonner et j'ai peur de ruiner notre amitié. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ah Elle est dure ça aussi. Ah Je peux laisser suspendre mon avis encore un peu? Non. Oui, tu peux. Non, je vais me mouiller. Je suis un peu partagée, Mhm. parce que, alors c'est des trucs qu'on fait moins ici, mais on fait beaucoup ça en Amérique du Nord, les interventions. Et là, je pense qu'il faudrait, l'inviter, je sais pas, que sa maman l'invite pour un café et qu'il y ait tous ses proches et qu'il la secoue un coup, quoi. Au moins qu'ils essayent d'avoir une vraie discussion avec elle, du pourquoi elle en arrive là. Parce que sur cette histoire, on sait pas si c'est déjà arrivé, parce qu'on reste un peu en surface quand même. Mhm. Mais c'est vrai que quand tu vois que tu as une amie qui tombe à ce point-là, dans des habitudes hyper malsaines, je pense qu'il faut vraiment la secouer, quoi. Ça fait 2 ans quand même. Donc ouais, moi je sais pas, je lui ferai un guet-apens pour aller chez un psy ou... Mais c'est vrai que faut essayer un truc peut-être un peu plus musclé, quoi. Un peu électrochoc, quoi. Ouais, Après, la problématique pour moi, c'est que tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. on est totalement d'accord. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et, c'est vrai que si son amie, elle veut pas qu'on l'aide, elle veut pas être aidée et qu'elle se contente un peu de la vie qu'elle a actuellement, c'est compliqué pour les autres d'essayer de la raisonner, quoi, finalement. Ah mais complètement. Et c'est là où je suis très partagée. C'est parce que d'un côté, tu envie de faire toujours plus pour les autres et puis à un autre moment, bah, t'es obligé de t'arrêter. Parce que si ça te fait plus de mal à toi que ce que ça te fait du bien à cette personne, bah, en fait, la balance, elle est complètement déséquilibrée et tu peux pas continuer comme ça. Donc non, c'est pas elle le problème de vouloir prendre ses distances. Parce que si elle sent que ça lui fait du mal, bah, faut à un moment donné prendre une Ouais. décision. Mais c'est vrai qu'effectivement, on sait pas jusqu'à quel point ils sont allés pour la secouer. Et en même temps, c'est presque plus le rôle de sa famille aussi. Oui, après, le meilleur ami, ça fait partie de la famille. Oui, Euh, Moi, je pense que ce que tu as dit, c'est une bonne idée d'essayer de mettre peut-être des proches à cette meilleure amie tous ensemble et d'essayer de vraiment de raisonner une fois pour toutes. Et puis après, si ça marche pas, moi, je pense que l'abonné, elle doit simplement couper les ponts. Parce que comme tu l'as dit aussi, c'est un peu comme une maladie qui te gangrène, c'est comme ça que tu dis? gangrène, ouais. Gangrène un peu le corps et en fait, ça te tire aussi vers le bas. Et si tu veux pas, en fait, euh, être aussi tiré vers le bas avec cette personne, bah, même si tu l'aimes beaucoup, tu dois lâcher prise. Sinon, tu vas encore t'effondrer avec elle. Et franchement, c'est pas bien, quoi. Donc, Non, c'est pas évident. absolument pas. Et je comprends ce dilemme qu'elle a. Mais en même temps, elle a déjà 37 ans. Donc, à nos âges, parce qu'on a à peu près le même âge, ben, on doit prendre des décisions assez difficiles comme ça et puis couper les ponts finalement si ça va pas. C'est ça. C'est sûr qu'en tant qu'adulte, t'as déjà une vie, t'as déjà des problèmes à toi.
Mmh. On sait tous que la vie, elle est pas simple. Donc c'est vrai que si en plus tu te fais tirer vers le bas par quelqu'un qui a pas du tout envie de t'écouter, ouais, ça devient un peu trop, quoi. C'est un peu le truc du Titanic, là. T'es sur la porte et tu sais que si tu prends Leonardo avec toi, tu vas couler. Donc ma foi, tu le laisses se noyer parce que tu sauves ta peau. Alors je sais pas si non vraiment, je crois qu'ils ont fait une expérimentation pour savoir s'ils pouvaient tenir les 2 sur la porte, mais quoi Ouais, qu'il en soit, c'est un autre sujet ça aussi. pauvre Léo. Non mais voilà, tu peux pas couler avec les gens. À un moment donné, t'es obligé de sortir la tête hors de l'eau et puis Ouais, peut-être juste lui envoyer un message pour lui dire, écoute, là, je peux plus t'aider parce que ça me fait trop de mal. Mais sache que si un jour t'as besoin, tu m'écris. Je suis là pour toi. aussi. Parce que c'est vrai que ça doit pas être évident de laisser quelqu'un qui est dans une difficulté derrière, comme ça. Donc, de lui tendre la main pour que quand elle ait besoin, quand elle a envie de s'en sortir, pas quand elle a besoin, parce que ça me peut être tendancieux. Quand elle a envie de s'en sortir, qu'elle puisse t'appeler, je pense que c'est une bonne solution. Et puis, ben, c'est à ce moment-là, c'est un peu moi d'abord, quoi. Oui et j'ajouterais même qu'il faut savoir être égoïste. Parce qu'on a beau être entouré dans la vie de tous les jours, il y a que nous-mêmes qui pouvons nous aider et être un peu, je sais pas comment le dire, mais prendre soin de nous. Oui, complètement. Et même si les gens sont proches de nous, il y a qu'une seule personne qui a ce pouvoir, c'est nous-mêmes. Donc, il faut des fois être un peu égoïste, penser à soi-même. Et bah, si ça passe par couper les ponts avec certaines personnes ou faire des choix différents, bah, à un moment donné, il faut les faire. Oui, autant dur soit-il. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on est d'accord sur cette histoire que c'est pas la bonne et le problème. Non. Mais ça amène une autre question pour toi, c'est qui le problème? Bah là, c'est difficile, mais je pense que ça doit être son amie. Parce que c'est elle qui a accepté cette vie. Tu peux mettre toute la faute que tu veux sur son copain Mhm, aussi, mhm. mais si ton copain il te dit je veux pas que tu sortes, tu restes à la maison, tu vois plus tes amis et que t'as dit oui, c'est toi qui as mis le pas dedans, quoi. Donc après, bah, ça dépend son état mental, tout ça. On va pas non plus juger trop. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu restes dans une situation dans laquelle t'es pas bien, alors qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider à en sortir, c'est aussi que peut-être t'as besoin de passer par là pour apprendre des choses et que t'as peut-être besoin de toucher le fond pour te relever. Donc je pense effectivement qu'elle a une grosse responsabilité dans sa situation personnelle, son amie. Bah écoute, je pense que t'as bien résumé la chose, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Oh. À part qu'on peut passer à l'histoire suivante. Oui, c'est moi le problème d'avoir dit à ma famille qui me doit de l'argent qu'ils ne devraient pas partir en vacances. Alors c'est simple, non, Ok. On verra si ton avis change ou pas. ça marche. Il y a 2 ans, j'ai touché une grosse somme d'argent. Combien, Ma... combien, combien? Ah, on sait pas. Moi aussi, c'est ma première question. Je dis à combien? Ma tante et mon oncle ont un restaurant qui allait déjà très mal à l'époque. Ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter 8 000 euros, en me disant qu'ils me rembourseraient quand ils arriveraient à vendre le restaurant. 2 ans plus tard, le restaurant est toujours là, et à chaque fois que j'ai des nouvelles de leur part, c'est pour m'expliquer à quel point leur situation est catastrophique. La semaine dernière, j'ai fait défiler Facebook et je tombe sur des photos d'eux, en vacances à Ibiza. Ah ouais, Pour des gens qui me doivent 8 000 euros et qui disent être en grande difficulté, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je leur envoie donc un message pour prendre des nouvelles. Ils me répondent que tout va bien, que ça fait du bien fou de partir en vacances, après des années de galère. Et là forcément je me dis, ok mais vous me devez de l'argent, non? Je leur fais remarquer que leur situation n'a pas l'air si dramatique s'ils peuvent se payer Ibiza. Ils me répondent qu'ils ont économisé pendant 1 an pour pouvoir partir, leurs premières vraies vacances depuis des années. Je comprends l'envie de souffler, mais dans ma tête je pense surtout à leur restaurant et au fait qu'ils me doivent toujours de l'argent. Ils doivent aussi énormément d'argent à l'État, et à un moment donné, celui-ci pourrait récupérer le restaurant pour presque rien, ce qui leur laisserait zéro argent et aucune possibilité de me rembourser. À mes yeux, utiliser toutes leurs économies pour des vacances alors que leur restaurant coule, c'est complètement irresponsable. Je leur ai dit tout ça, pas avec ces mots exacts, mais j'ai essayé de rester poli. Mais ils le prennent très mal. Ils me répondent que je n'ai absolument aucun droit de leur dire quoi faire de leur argent. Selon eux, l'argent que je leur ai prêté concernait leur restaurant, alors que les vacances ont été payées depuis leur compte personnel. Pour moi, ça ne change strictement rien. Tout est lié. Quand ton entreprise est en difficulté, tes économies personnelles devraient servir à le sauver. Ils me reprochent d'avoir rendu la situation malsaine alors que c'est la famille. Me rappellent qu'ils me gardaient quand j'avais 2 ans et trouvent culotté que je leur dise quoi faire aujourd'hui.
Je leur ai répondu qu'ils devraient avoir honte d'avoir eu besoin d'emprunter de l'argent à l'enfant qu'ils gardaient autrefois. Oh, bim dans tes dents. Et 1-0. La dispute a pris de l'ampleur et j'ai fini par dire que j'attendais à être remboursée dans l'année à venir. S'ils peuvent se payer Ibiza, c'est qu'ils ne sont pas en train de mourir de faim et qu'ils peuvent aussi envisager de vendre le restaurant maintenant, malgré les dettes. Ils m'ont traité de déception totale, de radin et d'énorme connard. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas lui le problème. Il a prêté de l'argent à la famille qui en avait besoin. Après, s'ils partent en vacances et puis ils le remboursent pas, je le comprends. Donc, non, pour moi, c'est pas du tout lui le problème. Et l'excuse de se dire, oui, mais c'est la famille, on t'a vu grandir, on t'a changé les couches, ou je ne sais quoi, c'est vraiment culotté, quoi. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois mettre par écrit, et même avec la famille, les emprunts, enfin les emprunts, les prêts, etc. Parce que les bons comptes font les bons amis, même avec la famille. Donc, Ouais. Et en plus, quand il a dit au début, ils lui ont demandé de l'argent en lui disant qu'il les rembourserait. oui. Donc, si c'est eux qui ont proposé de le rembourser et que derrière ils disent ouais, c'est n'importe quoi, tu nous réclames l'argent, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Alors moi, je sais pas pour ta famille, moi j'ai jamais eu personne qui me donne 8 000 € comme ça, donc Non. généralement on attend que l'autre rembourse la dette, ce qui est normal. Après, d'un autre côté, je peux comprendre la famille qui a besoin de couper parce que bah, quand tu es dans une spirale négative, ça fait peut-être du bien de couper quelque temps pour après relancer la machine. Mais ils pourraient aussi montrer leur bonne foi et donner quelques centaines d'euros chaque mois à la personne qui leur a prêté l'argent. Bah Et puis oui, pour montrer qu'ils essayent de quand même faire quelque chose. Mais là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. bah complètement. Surtout que visiblement ça fait plus de 2 ans. En 2 ans, il a pas touché 1 euro. Et puis en plus, tu peux comprendre le côté coupé, mais t'es pas forcément obligé de prendre l'avion, de partir. Tu vois, tu peux te louer un petit gîte ou un petit truc comme ça, pas loin de chez toi, faire plus Ouais. tranquille, tu vois ce que je veux dire? Après, dans l'histoire, ils disent qu'ils étaient en vacances à Ibiza. Ils n'ont pas dit comment ils sont allés, s'ils étaient dans un hôtel 5 étoiles ou juste dans Oui, un petit truc tout miteux. Donc peut-être qu'ils ont fait des économies sur le logement, ils sont allés en voiture et ça coûtait beaucoup moins cher. Mais quoi qu'il en soit, après le ferry en général, c'est toujours plus cher que l'avion, hein, non? ouais, c'est vrai qu'Ibiza c'est une île, j'avais Ah oublié ouais. ça. Après, peut-être qu'ils sont allés à la nage. Ils ont pris un petit kayak. Non, mais voilà. Je trouve que et en plus, c'est assez, après tu sens qu'ils essayent de faire culpabiliser en disant: Mhm. «Ouais, mais on t'a gardé quand t'étais petit». Aucun rapport. Heu, donc c'est vrai que là, il y a tout qui se mélange et on voit juste qu'ils sont très de mauvaise foi. Non, franchement, là, c'est pas lui le problème du tout. Pour moi, c'est sa famille, hein. Ouais. Mais ça lui servira de leçon à pas prêter de l'argent à n'importe qui et de faire les choses bien. Pour ça, quand j'insiste vraiment, mais pour moi c'est très important, c'est noter quelque part un bout de papier, hop, je prête tel et tel argent, vous faites signer les personnes, et puis bah si s'ils vous remboursent, vous pouvez déchirer le papier, au moins vous avez quand même une preuve. Parce que là, franchement, sinon les gens ils abusent, même la famille, donc Surtout la famille en général. oui, c'est pas faux. Ah OK, du coup, on est assez d'accord. On est d'accord, ouais. OK, on passe à la dernière? C'est moi le problème d'empêcher ma sœur de revoir sa fille. Alors, sur le titre uniquement, tu as envie de dire oui, mais je sens qu'il y a un truc, donc je vais dire non. Je crois que tu sens bien la chose arriver. On a quelques histoires derrière nous, hein, messieurs, dames. Ma sœur, 36 ans, est toxicomane. Elle est dépendante aux opioïdes depuis ses 18 ans. En 2015, elle a eu une fille, née avec des drogues dans le sang, dont elle a immédiatement perdu la garde. C'est tellement triste ça pour les enfants. Ma sœur est ensuite allée en prison et l'enfant a été placé en famille d'accueil. Avant son premier anniversaire, mes parents ont réussi à en devenir les tuteurs légaux. Ils l'aiment de tout leur cœur, mais ils ne souhaitaient pas élever un autre enfant. Ainsi, lorsqu'elle a eu 5 ans, c'est moi qui suis devenue sa tutrice légale. Je venais de terminer mes études et d'obtenir mon premier vrai emploi. Mon fiancé de l'époque, aujourd'hui mon mari, a été extrêmement présent et totalement d'accord pour l'élever comme notre propre enfant. Depuis près de 10 ans, ma sœur a enchaîné les périodes de prison et de rechute. Nous n'avions quasiment aucun contact, à part lorsqu'elle réapparaissait pour demander de l'argent. Elle n'a jamais récupéré la garde, même si cela aurait été possible en cas de sobriété durable. Pour éviter que cette situation ne se reproduise un jour, j'ai conclu un accord avec elle. Elle renonçait officiellement à ses droits parentaux et en échange, nous lui versions une somme importante en liquide. Elle a accepté.
L'adoption est aujourd'hui en cours et devrait être finalisée cette année. Il y a quelques jours, ma sœur m'a appelé. Elle affirme être sobre depuis presque un mois et souhaiterait voir sa fille. Elle regrette d'avoir renoncé à ses droits et estime que j'ai profité de sa vulnérabilité pour lui faire signer ses documents. Je lui ai répondu que je ne la laisserai pas rapprocher l'enfant. Elle m'a supplié de lui permettre au moins une rencontre, si ce n'est pas maintenant, alors dans un mois ou deux. Elle m'a assuré à plusieurs reprises que cette relation était sa principale motivation pour rester sobre, et que je la condamnais à l'échec en lui refusant ce lien. Mon mari et moi sommes fermement opposés à tout contact. Nous pensons que ce serait au mieux extrêmement perturbant et au pire traumatisant. La dernière fois que ma sœur a vu son enfant, c'était le jour de l'accouchement. Aujourd'hui, elle sait que je suis en réalité sa tante, même si elle m'appelle maman. Mais elle n'a jamais demandé pourquoi elle est élevée par nous et non par ses parents biologiques. J'aime toujours ma sœur et je serais sincèrement heureuse si elle parvenait à rester sobre, mais pas au détriment du bien-être de l'enfant. Je refuse de lui faire porter la responsabilité de la guérison de sa mère. Je sais que je lui permettrai pas de l'avoir maintenant, ni dans un futur proche. Peut-être à l'adolescence, ou alors lorsqu'elle aura 18 ans et pourra décider par elle-même. J'ai annoncé ma décision à ma sœur, et cela l'a profondément bouleversée. Je me sens mal pour elle, mais je ne peux pas prendre le risque de faire passer ses besoins avant ceux d'une enfant. Alors je me demande, c'est moi le problème? Cas de conscience. Ouais, je dirais non, parce qu'elle a vraiment l'air concernée pour cet enfant et je pense que cet enfant a besoin de quelqu'un de solide. Donc non. Ça m'a quand même un petit peu chiffonné l'argent. Ouais, j'étais aussi très what? J'ai dit ouais, on la voit que quand elle a besoin d'argent, genre pour s'acheter de la drogue, on a tous compris. Euh, et en fait, tu lui en donnes encore plus d'argent. C'est limite, en fait, tu lui payes directement ses médocs, quoi. Pour avoir sa fille. Alors, je peux comprendre qu'à un moment donné, il fallait qu'elle laisse les droits parentaux. Parce que tu sais que si elle prend pas soin d'elle, elle peut revenir à n'importe quel moment, puis avoir peut-être des droits sur cet enfant. Et ça peut être dévastateur. Donc, le côté, il faut qu'elle renonce à ses droits parentaux, je comprends totalement. Maintenant, la somme d'argent, ça m'a quand même un peu choquée. Oui, j'ai eu la même réflexion que toi en lisant l'histoire. Cette partie avec le liquide, l'argent liquide, ça m'a quand même un peu troublé, quoi. Parce que oui, tu l'as aussi bien dit, ça fait un peu genre, bah, en échange de drogue, tu me donnes ta fille. Et c'est Ouais. ce moment-là qui est peut-être un peu, alors qu'elle avait déjà l'enfant, elle aurait pu continuer à la garder. Et puis après, ça reste quand même sa mère, tu vois. C'est avec le Ouais. temps, elle arrive à être sobre et ça lui permet de rester sobre et de voir de temps en temps sa fille. Je dis pas qu'elle devrait la garder, mais peut-être faire une petite rencontre une fois par mois, petit à petit. Peut-être au début, pas lui dire directement, «Ah, regarde, c'est ta mère, mais peut-être dire, ah ben c'est ma sœur, c'est une tante, ou je sais pas quoi. Je suis pas trop pour les mensonges, mais là c'est plus pour protéger la petite ou le petit. La petite du coup, parce que c'est Ouais. une fille. Et du coup, amener comme ça, et puis voir sur le long terme, au bout d'un, 2 ans, si la mère, elle tient toujours. Et puis là, commencer à peut-être à la voir plus régulièrement et à l'inclure. Parce que même si sa sœur s'occupe très bien de sa fille, sa sœur reste quand même sa mère. Donc je pense que les enfants ont toujours besoin de ce lien, malgré tout. Oui, alors après, là où je la rejoins, c'est que un mois, c'est vraiment pas assez. Dis, je suis sobre depuis un mois, déjà de un, t'as pas de preuves. Un mois, c'est très peu pour garantir qu'il n'y ait pas de rechute. Donc, introduire cette femme dans la vie d'un enfant au bout d'un mois de sobriété, franchement, je suis pas du tout pour. C'est minimum un an, je pense. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, peut-être la faire voir une petite heure ou 20 minutes, juste pour qu'elle ait cette motivation de dire, ah, j'ai pu voir ma fille. Et mais pas la présenter comme sa mère, quoi. Juste peut-être dire c'est une amie ou un truc du style, pour essayer un peu de motiver la sœur et qu'elle garde cette motivation de continuer. Parce que Oui. moi, ce que j'ai peur aussi dans cette histoire, c'est le fait que la sœur lui dise non, moi j'ai pris ta fille, maintenant je la garde, et hors des questions que tu la vois parce que finalement j'ai pas confiance en toi, et que ça la fasse replonger encore plus dur qu'auparavant, et peut-être ça arrive au drame, et la sœur qui a pris la fille va s'en vouloir toute sa vie, parce qu'elle va dire, ouais, à ce moment-là, elle avait besoin de moi, et peut-être que si j'avais laissé voir sa fille, elle serait toujours là. Et Ouais, je sais pas si tu vois où je je veux en vois venir, mais complètement, mais après, c'est vrai que quand on prend l'exemple basique d'une toxico qui est sobre depuis environ un mois, elle est pas non plus très équilibrée mentalement, t'as quand même des oui, séquelles et tout. T'es pas à l'abri qu'elle vienne, que tu lui dises non, on te dit pas qui t'es, qu'elle arrive, qu'elle dit c'est maman, et puis que tu vois ce que je veux dire. T'as quand même un lien de confiance qui a été rompu.
Et d'arriver comme ça en disant ouais, faut que tu me laisses voir ma fille parce que si tu me laisses pas voir ma fille, j'aurai pas la motivation de devenir sobre. Pour moi, c'est déjà un peu un red flag. C'est un peu du chantage. Donc tu sens qu'il y a déjà, pour moi, un truc qui est limite. C'est vrai. Tu vois, donc, je sais pas, je la comprends qu'elle veuille la protéger. Je pense que, effectivement, si elle peut justement rester. Moi, le truc, c'est, je dirais, t'es sobre pendant 1 an, et puis on en reparle, mais suivi. Tu vois, moi, je pense que cet argent-là aurait dû plutôt servir à lui offrir un suivi, plutôt que juste de lui donner du fric à une toxicomane. Je sais pas, tu lui offres un suivi, une désintox, peu importe, pour que tu puisses vraiment t'assurer qu'elle soit apte à revenir dans la vie de cet enfant, même si c'est une fois par mois pour une visite ou quoi Mhm. que ce soit. Tu peux très bien lui dire, écoute, on va au parc tous les, je sais pas, mercredi. Mercredi prochain, on se donne rendez-vous au parc. Tu laisses la petite avec ton mari. Tu vas vers ta sœur au bord du parc. Tu dis, bah, tu vois, elle est là. Tu peux la voir de loin, mais t'as pas le droit d'avoir de contact avec tant que t'arrives pas à me prouver que ça fait 1 an que t'es sobre. Et je pense que tu as des manières de faire ça, mais je pense effectivement au bout d'un mois de sobriété, pas forcément prouvé, parce que c'est juste un coup de téléphone, moi je la laisserai pas non plus revenir. Oui, après, je suis pas contre ce que tu dis et je suis plutôt pour ce que la sœur fait. C'est juste que j'essaie de me mettre aussi de l'autre côté et je me dis peut-être c'est quand tu remplaces une addiction, généralement tu la remplaces par quelque chose d'autre et peut-être que sa prochaine, c'est dur de dire ça, mais sa prochaine addiction c'est sa fille, on va dire, entre guillemets, entre grosses guillemets, et ça peut-être qu'il la fera sortir une bonne fois pour toutes. Et moi c'est juste cette partie-là où je me dis peut-être que c'est ça qui fera qu'elle arrivera à se guérir ou pas. Bien Et, sûr. et après, le fait aussi que sa sœur lui a donné de l'argent liquide, comme on a dit, elle a aussi profité un peu de la situation. Mais après, encore, mais là, sur ce coup, je peux pas trop lui en vouloir parce que, en même temps, elle a sauvé la fille. Donc, c'est ça que j'aime C'est bien avec ça! cette histoire, c'est que tu vas d'un côté, tu vas de l'autre, tu dis oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça, et puis tu sais pas trop où te positionner. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'a quand même fait prendre le parti de la personne qui raconte l'histoire, c'est quand elle a dit, elle a parlé justement du fait qu'elle voulait pas que sa fille porte la responsabilité de sa sobriété. Et je trouve ça hyper pertinent, parce que comme tu as dit, en fait, la maman, elle va dire que c'est grâce au fait qu'elle voit sa fille qu'elle est sobre. Donc, le jour où sa fille peut-être dira, mais j'ai pas très envie de la voir, sa fille va porter la responsabilité d'une rechute possible de sa mère. Psychologiquement, c'est dur de mettre ça sur le dos d'un enfant, parce que même si tu lui dis pas verbalement, Mhm. tu sais qu'il y a des schémas comme ça dans des familles, et les enfants en souffrent énormément. Donc, c'est vrai que au début, je me suis dit, ouais, l'argent, au secours, quelle horreur. Puis après, elle a dit, ouais, qu'elle voulait pas faire porter la responsabilité à sa fille de la sobriété de sa mère. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai que c'est une très bonne réflexion. Donc, c'est vrai que c'est ça qui me fait prendre plutôt son parti. C'est, tu vois que oui, peut-être cet argent, c'était pas très malin, mais elle l'a pensé pour sauver cet enfant, parce que sa priorité, c'est cet enfant. Et pour ça, je pense que je suis quand même plus de son côté. Oui, après, encore une fois, j'essaie de vraiment, euh, là, j'essaie de voir tous les partis. Ça ne veut pas dire que je suis contre la sœur qui a pris en charge la fille. Au contraire, je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Mais c'est juste que, voilà, j'aime bien aussi, de temps en temps, essayer de me mettre à la place de l'autre personne pour un peu aussi débattre, tout simplement. Donc, mais je suis d'accord avec toi. La dernière phrase, elle est forte de sens. Oui. Et c'est très bien ce que tu fais, parce qu'on a tendance, justement, du moment où on a une opinion, à se référer qu'à ça, et puis à dire non, à mon opinion, elle a raison et tout. Et de temps en temps, de se mettre à la place de l'autre, ça permet de nuancer un peu, et de se dire, ouais, peut-être qu'en fait. Et Mhm. je trouve ça hyper intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces trois histoires. Et puis bah, on vous rappelle qu'on est aussi un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à venir vous abonner et commenter nos publications, que ce soit sur Instagram, TikTok et même Facebook. Oui, on est vraiment partout. Donc plus aucune excuse de ne pas nous connaître. Exactement, et de pas débattre avec nous. Et je rajoute encore une petite chose, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous le bureau des histoires. Comme ça, on a encore plus de soutien et on pourra faire des choses différentes, améliorer le concept. On a aussi plein d'autres idées, mais voilà, vous en saurez plus dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Bon, bah sur ce, on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye! Bye.